The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, c'est Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission consacrée aux jeux de rôle en compagnie du plus extraordinaire des PJ du monde et même des MJ du monde. Bien sûr, c'est Dédé Chute. Salut Dédé. Salut Paul Gara, je sais pas si c'est vrai mais ça fait plaisir. Ah, tu es les deux, tu es et un PJ et un MJ, tu as la double casquette. C'est ça. D'ailleurs, tu préfères quoi toi ? Tu préfères être MJ ou PJ ? Moi, je préfère être joueur. Je me sens pas vraiment à l'aise en tant que maître du jeu. Tu vois. D'accord. J'ai toujours une petite, j'ai toujours une petite appréhension. J'aime pas trop parler devant les gens en fait. Et c'est pour ça que. Vraiment. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment un truc. Alors que devant un micro, ça va. Bah voilà, il y a personne devant moi. Même toi, tu vois, tu étais pas devant moi, donc ça passe très bien. Je serais beaucoup plus impressionné si t'étais vraiment en face de moi, tu vois. J'oserais à peine parler. Ouais, j'imagine. En plus, je suis tellement impressionnante, faut dire que. C'est ça. Bah oui. Et sinon. Ouais, voilà. Parlons. On est là pour parler de jeux de rôle. Oui, bah oui, quand même. Oui, plutôt que de nos vies et puis de se faire des compliments là en cette période de Noël c'est et ça. tout. On fait les bilans. Ça tombe bien parce qu'on va faire le bilan, dans cette émission, on va faire le bilan d'une mini-campagne que nous avons faite ensemble, le règne de la terreur. Qu'on a teasé depuis septembre. Ouais, oui, ouais, je pense ce sera vraiment du teasing, à un point qu'on se demandait même si on allait un jour le faire, et si, le moment est enfin arrivé. Ouais. Mais avant ça, bien sûr, on va faire un petit tour de notre... pas de l'actualité, parce qu'on n'est pas comme ça, nous, on s'aide pas aux sirènes de l'actualité, on parle que de notre actualité à nous. Ouais. C'est-à-dire à quoi on a joué, ce qu'on a acheté, ce à quoi on a envie de jouer en fait. Alors dis-moi. Eh ben, est-ce que toi t'as fait des achats ou pas trop ? Non, j'ai pas fait d'achat, mais j'ai fait du repérage. Oh. Est-ce que tu veux qu'on commence par ça ? Bah oui, vas-y, donne-moi tes repérages. Alors, repérage. Avant ça, je vais juste faire un petit retour sur Colossal. Donc, je ne sais toujours pas le prononcer. Mais j'ai regardé un peu. C'est ta résolution 2024. Ouais, c'est ça. Je vais demander à l'auteur directement. J'ai vu qu'il avait un compte Instagram. Je vais lui demander de me faire une story pour m'apprendre tout ça. Mais du coup, j'ai un peu cherché pour cette histoire de copyright parce que c'était marqué que c'est breveté, le système est breveté. Et en fait, je suis tombé sur la fac du site officiel de l'auteur Niche Angel. Alors, je sais plus si je l'avais cité lors de l'épisode, donc il est auteur et aussi illustrateur du jeu. Et donc, il indique donc dans sa fac qui n'est pas philosophe. Non. Excusez-moi, cette blague est vraiment nulle, pardon. C'est pas le philosophe. Et donc, il nous indique il dit, on a le droit de streamer son jeu, de faire des parties en ligne. On peut écrire des suppléments suivant la licence OpenGL. Mais par contre, il indique qu'il est interdit d'écrire et de vendre un roman, tu vois, genre un roman qui serait écrit avec son système. Il précise que c'est bien un système de jeu, c'est pas un système d'aide pour les écrivains en mal d'inspiration. Mais écoute, si t'avais des velléités de prix Goncourt avec Colossal, c'est mort. Voilà, mais... c'est mort. Tant pis. Alors, mais tu prévoyais tu disais que t'allais peut-être en faire du Twitch, donc ça c'est la bonne nouvelle. Tu peux faire ça. Voilà, je peux faire ça avec la bénédiction de l'auteur. Donc ça, je pense que je vais rester connecté en janvier, en 2024. On va essayer de faire ça. Alors, j'ai repéré des jeux. Vas-y. Je te donne le nom. Alors le premier, c'est Void 1680 AM. T'en as déjà entendu parler ou pas du tout ? Absolument pas. Alors, c'est un jeu de rôle solo dans lequel on va enregistrer une émission de radio, comme un podcast. C'est fait pour toi, ça. Ah bah tu vois, c'est ça. Et en fait, le principe, c'est le suivant. Donc, tu présentes ton émission, tu présentes une petite intro, et ensuite tu dis, bah maintenant on va écouter ces chansons. Et du coup, tu passes 3 chansons. Et ensuite tu reprends ton émission et là tu discutes et tu annonces que t'as reçu un appel, parce que quand tu tires les cartes, c'est un système comme souvent tu tires des cartes, ça te donne dans des tables de résolution que quelqu'un a appelé et t'a raconté ceci cela, et donc tu racontes ta conversation que t'as eue
avec cette personne. Et après tu dis bah là on est reparti en chanson comme une émission, les émissions de la nuit où les gens peuvent appeler quoi. Et tu relances une émission, tu relances 3 chansons et tu fais ça 3-4 fois et hop ça te fait une émission quoi, une émission de radio. Et donc en fait là au lieu d'écrire comme dans les jeux de rôle solo souvent faut écrire ton truc, là tu ne l'écris pas, tu t'en fais un podcast avec une ambiance un peu excellent. Ambiance un peu Night Vale. Je sais pas si tu connais le podcast Welcome to Night Vale. Oui. Ouais. Et donc voilà dans cette ambiance et donc tu passes des musiques et tu fais des trucs. Bah c'est génial. Alors il y a des exemples. Si vous cherchez ça sur YouTube, Void 1680 AM, vous trouverez il y a des gens qui font ça en live. Et je trouve le principe assez sympa en fait. Ah mais carrément. Je suis très très fan de l'idée. C'est bien, je t'ai déjà vendu un truc. Tu m'as vendu un truc là, c'est bon. Je suis hypé comme on dit. Ok. Alors moi j'ai cédé à la tentation et j'ai participé au financement de l'extension qui a été proposée par Black Book sur Cats, la quête des félins du temps. Donc en fait c'est une extension pour Cats la Mascarade dont on avait déjà plus ou moins parlé et qui est un jeu dans lequel on incarne des chats qui ont des pouvoirs un petit peu des pouvoirs psychiques. Et donc là c'est une campagne qui prend place donc dans la mythique cité féline d'Atlantis. Alors j'ai essayé de demander à mon chat si elle était au courant de la mythique cité féline d'Atlantis, elle m'a toujours pas répondu. Non mais c'est secret. Et donc comme moi j'adore les chats et j'avais beaucoup aimé la partie que j'avais faite cet été. Allez, je me suis dit allez hop on y va et donc j'ai pris cette extension. Je sais pas exactement, je sais même plus quand est-ce que je vais le recevoir, je crois l'été 2024, donc ça va, c'est assez proche. Et bien évidemment, il faudra vraiment que un jour on y joue, hein, parce que mais je pense qu'en vrai c'est mieux parce que quand tu fais le chat en roleplay, c'est quand même beaucoup mieux de se voir et d'être dans la même pièce. Ouais. Et donc c'est quoi cette extension? Il y a des nouveaux des scénarios où il y a un peu plus Ouais, c'est ça, il y a 5 scénarios qui sont en fait qui constituent une campagne mais qui peuvent être joués dans n'importe quel ordre. Dans n'importe quel ordre, pardon, mais en fait, il y a quand même un fil conducteur qui va les relier. OK. Voilà, donc ça a l'air très cool, hein, ça a l'air sympa. Jeu. Alors moi de mon côté le deuxième ma deuxième recherche c'était Putrescence régnante. Donc Putrescence regnante. C'est une aventure pour Morkborg. Alors Morkborg, c'est un jeu de rôle inspiré de musique heavy metal. Ça pour le coup, j'en ai entendu parler. Ouais, ça a été créé par Free League. Et en fait, là, c'est l'aventure. Enfin, t'as une aventure, donc un livre, et t'as aussi un vinyle de la musique Putrescence régnante. Voilà, la musique, je pense qu'il faut jouer, tu vois, dans l'ambiance de ton jeu. Et du coup, ils disent la pochette du vinyle sert aussi d'écran de jeu pour le MJ. Et t'as ton histoire et t'as la musique à jouer pendant le truc, quoi, sur un vinyle. Ah, c'est marrant, ça. J'ai trouvé le format assez intéressant, quoi. Ouais, carrément. Ouais, j'ai cru à un moment que t'allais me dire c'était un jeu où on devait enregistrer du métal. Non, tu tapes pas sur tes casseroles pour enregistrer du métal. Je t'aurais dit, avec moi, ça va être plus compliqué, parce que moi, je chante très très mal, à mon grand désespoir, mais ouais, non, ça a l'air cool, je suis en train de regarder en même temps, on se parle. Voilà le disque, et le disque, il est jaune et noir, il est bien assez design, et vous pouvez retrouver la musique sur Spotify, c'est aussi, c'est ambiance... alors j'ai noté ça, métal inquiétante, une ambiance métal inquiétante. D'accord. C'est un peu dans le style de Simon Stallenhag, on avait déjà parlé, qui a fait Tailform de Loop, qui a fait les musiques. Mais lui, il est plus, tu vois, Simon Stallenhag, il est plus électro, et là, c'est un peu plus métal que électro, donc ça change, mais c'est une ambiance un peu, si vous voulez vous détendre, c'est pas le meilleur. Donc, alors, l'artiste qui a fait la musique, c'est Dead Robots.
Pour les connaisseurs, moi ça me disait rien. Bon, bah écoute, ça m'intéresse également, tiens, tu vois. Tu me hype 2 fois. T'as dit platine vinyle, me dit hop. Oui. Alors il faut savoir que contrairement à pas mal de gens, j'ai remarqué dans le secteur du jeu de société ou du jeu de rôle, moi je ne suis pas du tout une fan de métal. Je ne sais pas si toi c'est le cas. Ah non, je suis pas spécialement. Je ne connais pas grand chose. Ouais, moi non plus. Par contre, anecdote, comme on aime ça les anecdotes. Il y a une personne avec qui je faisais du jeu de rôle, la personne qui m'a initié au jeu de rôle, qui maintenant travaille, je sais pas si je sais pas si c'est sa ressource principale, mais est dans un groupe qui va jouer au Hellfest cette année. Je dis punaise, je suis si proche du Hellfest. Donc si vous cherchez Smash Hit Combo, voilà. Alors moi j'ai aussi, alors là je vais te raconter une anecdote qui va beaucoup te plaire. En plus tu es plus ou moins impliqué, mais peut-être que tu ne le sais peut-être pas encore. Qu'est-ce que j'ai encore fait? La semaine dernière, je reçois un colis provenant d'une boutique de jeux de société en ligne. Oh. Il se trouve que j'avais fait une commande, donc je croyais que c'était ma commande qui était arrivée en avance. Ah. J'ouvre ce colis et stupeur, étonnement. C'est pas ta commande. Non, ce n'était pas ma commande. J'ouvre et je tombe sur les livres de jeux de rôle Weizen, qui est lui aussi sorti chez Arcane Asylum. Et pas de message, pas de facture, rien. Au moment, je me suis dit, c'est peut-être que je l'ai commandé et j'ai complètement oublié, mais quand même, non. Je suis pas à ce point de déficience de mémoire. Et alors, après une très longue enquête, ouais, voilà. Après une très longue enquête, j'ai découvert qui était l'expéditeur ou plutôt l'expéditrice de ce colis. Donc, j'en profite pour lui faire un énorme big up parce que c'est l'exceptionnel Dany que nous connaissons tous les deux. Ouais. Qui avait envie de me faire un cadeau, parce que c'est mon ami et je l'aime très fort, voilà. Et qui m'a fait cette surprise extraordinaire, et qui m'avait laissé un message, mais ils avaient oublié de mettre le message dans le colis, donc voilà. Donc j'ai quand même passé 2 heures à me demander qui m'avait envoyé ça. Et alors après, elle m'a avoué qu'elle t'avait demandé conseil. Apparemment pour oui, donc ça y est, ça te parle maintenant. C'est ça, oui, j'ai fait l'intermédiaire. Elle m'a dit qu'elle voulait acheter ce livre Weizen, et elle m'a demandé conseil aussi si c'était bien ou pas. Moi je l'avais feuilleté parce qu'il était à un moment donné gratuit en PDF en anglais sur un site, et donc sur Drive-thru peut-être. Oui, c'est ça. Sur Drive. Au moment d'Halloween, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup je l'avais regardé, et du coup je lui ai partagé, je dis ouais, ça a l'air sympa ça. Et du coup, elle a dit, je vais l'offrir à Paul Gara. Je lui ai dit, c'est une bonne idée, ça. Ouais, hein, ça c'est... Alors, moi, j'avoue que j'adore les surprises, donc là, c'était à son combat. En plus, c'était un jeu que j'avais repéré et qui était dans ma wishlist My Ludo. Donc, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a été regarder ma wishlist My Ludo, mais pas du tout. En fait, elle l'avait pas du tout vu. En plus, le colis est arrivé à mon nom de naissance, mon nom patronymique. Nom que je n'utilise jamais dans la vie privée, que je n'utilise que pour le travail. Je me suis dit, ce ne doit pas être un de mes collègues de travail. Qui t'aime bien. Donc autant te dire que c'est pas mon secret Santa du bureau. Donc autant te dire que j'ai cogité pour me demandant pendant quand même un certain temps comment. Et voilà, je remercie 1000 fois Dany, je l'embrasse très fort. Bravo, c'est un cadeau qui me fait extrêmement plaisir. Ouais. Et donc Weizen, c'est un jeu, donc je l'ai dit, de Arcane Asylum, qui se passe, en fait, c'est un jeu de rôle d'horreur scandinave. Ça se passe dans le folklore nordique, et les illustrations et le concept du jeu viennent d'un artiste qui s'appelle Johan Egerkrantz, voilà, qui a un peu conçu le jeu, même si je sais pas si c'est lui qui a écrit le système, je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas c'est le concept est de lui et les illustrations sont de lui. Les illustrations sont magnifiques. Il a aussi un site où on peut trouver ses lithographies et voilà, diverses illustrations qu'il a faites qu'on peut acheter. Donc je mettrai le lien dans le billet. Vraiment c'est magnifique, et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire, et j'espère aussi pouvoir y jouer en 2024. Ça, c'est vrai que ça a l'air sympa. J'ai vu, comme dit, j'avais pas tout lu, mais j'avais vu les illustrations, et l'ambiance, l'ambiance est très bien. Et Dany m'a dit aussi qu'il existait une extension Alsace. Et alors là, ça parle à mon... Exactement.
Et c'est là où j'aurais dû penser que ça venait d'Alsace parce que ça s'appelle l'Alsace mythique. Ah, bah, voilà. Et donc, c'était très drôle. C'était un indice, en fait, oui. pour savoir que ça venait soit de Dany, soit de toi, parce que vous êtes ou Flavien, mes amis alsaciens, quoi. Ah, bah, c'est une belle histoire. Hein, c'est une belle anecdote. Ouais. Vraiment, genre une histoire de Noël. un cadeau avant l'heure à Noël. Alors, est-ce que t'as fait d'autres repérages? Ouais, moi j'ai un dernier repérage, un jeu qui s'appelle Terminus. Alors Terminus, tout le monde descend, allez hop. C'est un jeu. Alors à l'origine c'était pour une game jam, ça a été inventé pour une game jam. C'est un jeu qui va vous encourager à explorer les espaces liminaux. Alors, j'ai appris du coup ce que c'était un espace liminal. C'est ces lieux, selon Wikipédia, donc c'est ces lieux vides qui sont étranges. Par exemple, tu as un couloir d'hôtel, tu vois, qui est long, vide et qu'il y a personne qui marche dedans, et que t'es seul dans cet endroit-là, tu vois, où les lieux où il y a censé avoir les parcs, où il est censé avoir du monde, mais tu te retrouves, t'es tout seul dedans, et donc il y a une ambiance un petit peu, tu vois, un petit peu étrange. Inquiétante, voilà, et du coup là c'est ça se joue avec un jeu de tarot divinatoire, et donc tu retournes des cartes de tarot, et pareil tu as à chaque fois faut que tu racontes ce qui s'est passé avant. Alors c'est un peu cryptique pour le moment, quoi, mais tu dois observer autour de toi et écrire. Donc là c'est plus à l'écrit de nouveau, donc tu écris voilà ce que tu vois, et avec le tarot divinatoire ça va t'orienter sur le truc. Alors c'est pas tu lis pas vraiment le tarot, c'est juste les cartes qui vont te donner après les correspondances des tableaux pour des histoires un peu comme ça, un peu étranges, liminales. Donc pour explorer les trucs liminaux. Donc c'est pour un à 2 joueurs. Donc ça m'a aussi intrigué, ça. Est-ce que tu visites toi les espaces liminaux? Est-ce que ça t'intéresse ou pas? C'est sûr que c'est assez fascinant. Mais ouais, c'est assez inquiétant aussi. Je suis en train de regarder en même temps plein d'images d'espèces liminaux. Par exemple, des piscines un peu abandonnées, un sanatorium de nuit, ça donne tout de suite très envie. Une petite ambiance. Non, mais après, ça peut être sûrement très cool. Voilà. Donc l'histoire, c'est de raconter. On joue un esprit qui était là avant, quand il y avait des gens. Et maintenant qu'il y a plus personne, on doit expliquer comment c'était avant, pourquoi on revit des souvenirs de ce qui s'est passé ici, de ce qui a pu se passer, tout ça. Et si vous aimez bien ça, il y a sur Instagram, il y a un Instagrammeur qui s'appelle White Mask qui fait des vidéos comme ça où alors je sais pas comment il fait. On sait pas comment il fait, il attend des moments où il y a vraiment personne dans la rue, mais il prend des endroits bondés. Et puis il fait des films autour de lui, et il est tout seul, quoi. Et son truc, c'est de dire qu'il est en 2054 et il reste plus personne sur Terre, et du coup il va dans des endroits et il est tout seul, quoi. Il filme avec sa caméra. Alors je pense que il doit les effacer au montage, mais ça doit lui prendre un temps de fou de reprendre ça, quoi. Ouais. Mais le rendu est quand même assez donc tu vas au pied de la tour Eiffel, paf, il y a personne, tu vois. Pas un seul touriste, pas un seul parisien, la vraie vie, quoi. Personne te vend des lunettes de soleil par terre en bas de la tour Eiffel. Non, c'est ça. Voilà, donc c'est les espaces liminaux, ça a l'air sympathique. Ouais, ça a l'air cool comme ambiance. Moi, j'ai participé aussi à un financement participatif pour un jeu qui se joue à 2, mais de façon épistolaire, par email, en fait, où on va incarner en fait des 2 personnes qui ont des destins liés. Il y en a une qui est censée être restée sur Terre et l'autre qui est partie à travers la galaxie. Donc ça s'appelle Vers le silence. C'est un jeu de Jean-Laurent Del Socorro, voilà, qui est édité chez Didascalie. Donc je suis assez intéressée par les jeux épistolaires, à vrai dire. C'est un genre auquel je n'ai pas encore joué, mais que je trouve assez intéressant,
dans le genre d'expérience que ça offre et aussi le fait qu'il y ait le décalage dans le temps entre le moment en fait où on écrit et l'autre en la réponse. La temporalité est différente, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et je pense qu'on joue avec un jeu de 54 cartes standard qui vont permettre en fait d'indiquer des événements ça va indiquer en fait des événements sur lesquels on va pouvoir inventer en fait ce qui se passe et on devra inclure ces événements dans nos messages, quoi. Mais est-ce qu'il faut que les deux aient le livre pour tirer les trucs ou Alors ça, je sais pas, je suis pas sûre. Hein. Je pense que t'as pas forcément besoin d'avoir que les deux aient le livre. Ou est-ce qu'il y en a un qui a les trucs, à qui il arrive les trucs, c'est celui qui est dans l'espace, et l'autre lui répond. Je pense que c'est plus un échange. Il doit arriver des choses des deux côtés en fait, mais ça va forcément pas être la même chose entre celui qui est dans la galaxie et celui qui reste sur Terre. Tu vas pas avoir les mêmes sentiments, les mêmes choses à explorer. Mais je t'imagine qu'il suffit qu'il y en ait un qui ait le livre et puis après il faut que chacun ait son paquet de cartes pour pouvoir jouer, quoi. Ouais. Et dans le même style de jeu épistolaire, donc ça c'est un financement participatif, donc je l'ai pas encore reçu, mais je me suis procuré Our Time on Earth, qui est un jeu de la même manière pour deux de Alex Roberts, dont on avait déjà parlé ensemble pour Precious Little Animal, et c'est de la même manière. Là on incarne deux aliens qui quittent leur planète pour arriver sur Terre, mais qui seront séparés sur Terre et qui donc vont échanger pour se raconter un peu leur expérience. On peut jouer sur 6 jours, 6 semaines, 6 mois, comme on le souhaite, comme souvent dans les jeux, un peu comme dans Precious Little Animal, c'est toi qui détermines ton temps de jeu. Et selon la durée du jeu, tu vas déterminer en fait avec ton co-alien la fréquence à laquelle on va s'écrire. Et sur chacune des 6 périodes que tu choisis, il y a entre guillemets des questions qui te sont proposées auxquelles pour inclure en fait des éléments dans ton message. Donc normalement, j'ai trouvé mon co-alien pour faire ce jeu. On doit juste se mettre d'accord sur les modalités d'organisation, parce qu'en fait tu vas déterminer un mode de communication pour le jeu qui est différent de ton mode de communication habituel avec cette personne. Donc voilà, on est en train un peu de voir les détails et de voir quand on va commencer, parce que l'idée aussi c'est que c'est quelqu'un qu'il faut pas que tu vois en vrai pendant la période pendant laquelle tu joues. C'est mieux, j'imagine. Oui, parce que sinon tu vas parler de la partie et tout ça, quoi. Ouais. Et ensuite, tu fais un débrief et tout. Et ça a l'air... C'est tout simple, comme souvent avec Alex Roberts, mais je pense que ça peut être super intéressant. Et là aussi, l'écrit donne une autre dimension à l'incarnation, à la façon dont tu vas raconter ton expérience. C'est pas du tout le même canal d'expression. Donc, même pour les sentiments, ce que tu ressens, parce qu'il y a beaucoup... le fait d'être un alien, c'est aussi le fait d'être de te heurter à une espèce de normalité qui n'est peut-être pas si normale que ça en fait, mais qui sur laquelle on se pose plus de questions. Donc peut-être on en parlera plus tard en fait dans une autre émission sur les jeux de rôle épistolaires quand on aura l'occasion de revenir dessus. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais, faudrait que j'essaye ça aussi. Moi j'en avais entendu parler d'un où il y en a un qui est le vieux maître alchimiste et un jeune alchimiste qui fait son comme les compagnons du devoir son tour de France, toi, où donc il y en a un qui est en balade et qui envoie des lettres à l'autre et du coup alors je crois que j'en avais entendu parler dans le podcast de la cellule, et eux il y en a un qui avait joué et qui avait vraiment donc écrit donc des lettres à la main. Je te cache pas que ça, c'est ce que j'aurais vraiment voulu faire pour Our Time on Earth, mais le problème, c'est qu'en fait, je dis pas que c'est très contraignant, mais je suis pas sûre que du coup, ce soit facile. J'ai peur que ce soit plus dur de s'y tenir. Oui, c'est ça. Si c'est à la main. En plus, moi, j'écris pas ultra bien, je l'ai déjà dit, en fait. Et de nos jours, ça coûte cher en timbre. Ouais, puis on est plus... puis je sais pas, en fait, t'as moins l'immédiateté, en fait, de l'envoi et ça permet de garder le rythme, en fait, que tu t'es fixé de départ, quoi. Donc, si tu joues sur 6 mois, oui, c'est sûr que c'est possible. Bon, même sur 6 semaines, je pense que c'est gérable. Mais c'est vrai que si tu décides de faire sur 6 jours, je pense que c'est plutôt vers ça qu'on va se diriger. Enfin, je veux pas trop m'engager, mais c'est un peu ça sur lequel, moi, je pense que je vais proposer comme rythme de départ. Je pense que sur 6 jours, c'est juste pas possible, quoi. Oui. Donc voilà, un prochain sujet d'émission. Oui, voilà. Et sinon, sur t'as repéré d'autres choses ou Non, moi c'est tout dans mes repérages.
Si pour la petite blague, je t'ai envoyé le lien d'un jeu qui s'appelle Les Écureuils Ah oui, Attaque. c'est vrai. Oui, ça a l'air sympa ça. Tu peux être un chevalier de l'ordre de la noix du Brésil. Alors ça je prends. Tu peux faire des écureuils volants, des écureuils rouges qui sont bien sûr communistes. J'ai trouvé ça assez rigolo. Enfin voilà, et avec un système de jeu unique, les noix du destin. Je ne sais pas quoi, mais ce que ça donne. Mais j'avoue que c'est le pitch parle du chemin sacré de la noix du Brésil. J'ai trouvé ça c'est marrant. Tu joues avec tes Quand j'ai vu noix. ça, je me suis dit faut que je ouais, je me suis dit il faut absolument que je l'envoie à Dédé parce que je pense que le pitch va le faire va beaucoup l'amuser Ouais, quoi. bah oui, non, je prends. Je vais me renseigner là-dessus. Sinon dans les jeux, je sais pas si à part le jeu dont on va parler tout à l'heure, est-ce qu'il y a t'as joué un petit peu ou pas? On a commencé une partie de Cthulhu Confidentiel tous les deux. Oui, sur lequel on reviendra, je pense. Oui, je pense sur lequel on reviendra. J'ai pu terminer le scénario de Langston. Après, j'ai remarqué que le scénario de Langston m'a l'air un peu plus compliqué que celui de Viviane, donc de la journaliste. Parce qu'il y a des trucs plus timés, j'ai l'impression, où il faut faire des trucs il y a un truc un peu plus. Donc si vous voulez commencer, ne commencez peut-être pas par celui-là, quoi. C'est juste mon ressenti. Après, c'est peut-être pour vous, ça ira mieux, mais j'ai trouvé qu'il avait été un peu plus compliqué à gérer, quoi, au départ. Après, voilà, c'est juste un petit ressenti. Et alors on m'a missionné, j'ai vu un ami pour du jeu de rôle, enfin pour du jeu de société, et il me dit mais on avait fait du jeu de rôle Star Wars, on pourrait en refaire là, j'ai des potes qui sont intéressés. J'ai dit banco quoi. Donc sûrement en 2024 un peu de Star Wars. Toujours aux confins de l'Empire ou donc ou un autre axe? Non, justement, j'avais la boîte d'initiation de Force et Destinée, donc plus sur les Jedi et découverte un peu de la Force et des pouvoirs Jedi. Donc je vais proposer ça pour changer un peu, quoi. Et toi? Moi de mon côté, j'ai été MJ pour une partie d'Alien. J'étais un peu stressée parce que je trouve que le système de jeu est pas si... Il y a quand même beaucoup de règles, j'ai trouvé. Après, ça marche bien parce que l'univers est top et puis qu'il y a ce système de panique en fait et de stress qui monte, qui font que de toute façon, il se passe toujours... ça fait beaucoup de rebondissements et beaucoup d'événements, de situations imprévues. Mais je trouvais que c'était pas si facile que ça à maîtriser. Mais c'était cool. J'ai quand même un joueur qui a réussi à s'en sortir. Voilà, j'étais un peu triste. J'espérais qu'ils meurent tous, mais pas du tout. Et sinon, depuis le début décembre, écoute, je fais pas ma mission d'évangélisation, mais je participe au club de jeux de société et de jeux de rôle du collège d'un de mes enfants, qui lui bien sûr ne veut pas venir au club de jeux de rôle. Hein. Donc du coup, j'ai sympathisé avec le prof qui organise ça. On a démarré le scénario de la boîte d'initiation de l'appel de Cthulhu qui a été sorti par Edge. Donc tu vois, je me suis dit que c'était bien parce qu'en fait il y a une élève qui joue en joueuse et puis après c'est le prof et un surveillant. Donc en fait ouais, il y a pas j'étais étonnée qu'il y ait pas plus pour l'instant, il y a que des filles qui viennent dans ce club, que ce soit pour les jeux de société ou pour les jeux de rôle. Donc ça j'ai trouvé ça super. Ouais. Et donc voilà, on commence. On a fait un scénario, on a quasiment fini la première. On a des petites sessions parce qu'entre le moment où on commence, etc. En fait, on a des sessions de 50 minutes. Oui, donc c'est pas forcément évident, mais on a presque fini le premier scénario. Ils sont à la conclusion là. Et puis après, on va voir si on continue sur les autres scénarios parce que en fait, la boîte d'initiation, elle se prête bien pour vraiment des nouvelles joueuses, quoi. C'est le but des boîtes d'initiation, ouais. Donc c'est pas mal de former la nouvelle génération de joueuses. Voilà, donc je leur fais un big up aussi au passage. Ils n'écoutent pas, mais ce n'est pas grave. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité, qui était bien longue, ma foi, avec toutes nos petites anecdotes perso. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, puisque nous allons parler du règne de la terreur. Donc c'est le règne de la terreur, c'est alors, je sais pas si on peut pas vraiment dire une campagne, c'est plutôt une mini campagne pour l'appel de Cthulhu.
Il est présenté en fait comme un chapitre secret d'une autre campagne très célèbre qui s'appelle Terreur sur l'Orient Express. Mais en réalité, on peut jouer les scénarios du règne de la terreur indépendamment de la campagne, mais on peut aussi Terreur sur l'Orient Express, mais on peut aussi les y intercaler. On va retrouver des personnages et des enjeux communs. Il a été écrit par Mark Morrison, notamment, et puis il y a eu aussi une équipe d'écriture pour Chaosium, et donc c'est Edge qui a fait la version française. La couverture, elle est illustrée par Victor Leza. Si j'ai bien compris, il est sorti en 2013 pour la version anglaise, mais il a été localisé en France en 2021 uniquement. Donc le règne de la terreur, vous l'avez compris ou pas, en fait il a cette particularité de se situer pendant la Révolution française, qui n'est pas une période historique qui est la plus courante en fait en matière de jeux de rôle ou même de jeux de société. Je trouve c'est pas tellement une époque très exploitée, en tout cas. Et je pense que quand tu es français, c'est un peu différent, j'imagine, que quand tu es d'un autre pays, parce que pour nous, tout ce qu'on retrouve dedans, notamment tous les événements historiques qui sont décrits, ce sont des choses qu'on connaît en général très bien, parce que c'est vraiment un pan de l'histoire de France sur lequel l'accent est vraiment mis dans notre vie scolaire en fait. Ouais. Je pense que c'est connu aussi dans les autres pays, au moins, tout du moins en Europe. Je pense que c'est assez connu. Alors, je pense que c'est connu, mais par exemple, c'est vrai que nous, les dates, en fait, c'est des dates qu'on connaît naturellement, en fait, sans avoir besoin de tellement, parce que dans on va en revenir, mais l'ouvrage est quand même assez documenté, mais tu vois, c'est des choses clairement que nous, on connaît sans avoir besoin d'avoir particulièrement de documentation. Les personnages historiques, on les connaît. Les successions d'événements, on les connaît. Bien sûr, on se rappelle pas forcément de tout, mais on connaît, on a déjà une vision chronologique de la Révolution française. Je pense qu'il y a quand même un plus pour l'immersion, en fait. En tant que MJ, puisque c'était moi la MJ, c'était carrément un plus parce que j'avais pas de doute. J'avais beaucoup moins de doutes, je pense, que sur des scénarios historiques d'événements que je ne connaîtrais pas ou vraiment de façon très nébuleuse, quoi. On a joué à 5. Vous étiez 5 joueurs et joueuses. Ouais. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises, c'est ça. On a joué avec des personnes à qui on fait des petits big up aussi, donc Mad, Elodie, Julien et le pionfesseur. Et toi, t'étais leur chef. J'étais le sergent, moi. Attention. Le sergent Renaud. Parce que nous avons utilisé les pré-tirés qui sont proposés en fait dans la campagne. C'est une mini-campagne parce qu'en fait il y a 2 scénarios qui sont proposés. L'un qui se passe en 1789 au mois de juin, donc juste avant la prise de la Bastille, en fait au tout début des événements de la Révolution française. Et le second qui se passe 5 ans plus tard en 1794, donc vraiment pendant la période de la Terreur. En fait, on a demandé à nos co-joueurs et joueuses de nous enregistrer des petites pastilles pour qu'ils nous fassent aussi leur retour, ce qui leur a plu ou moins dans le scénario. Leur ressenti sur la partie et sur la campagne, quoi. Donc on va d'abord parler de l'ambiance et du contexte et on va écouter la première pastille. On va écouter la pastille d'Elodie, qui revient sur son personnage et ce qu'elle a ressenti pendant cette campagne. Alors dans cette aventure, j'étais Michel Beaumain, donc un soldat assez grand, pas très à l'aise avec son corps du fait de sa haute stature, qui a pour seule famille un père malade qui va mourir entre les 2 parties de l'aventure. Du coup, en 1796, il se retrouve seul, un peu perdu dans ses idéaux politiques, parce qu'il était très révolutionnaire au début de l'histoire. Et il se rend compte qu'avec la terreur, avec Robespierre, tous ses idéaux sont malmenés. Et je pense que c'est ce qui va l'inciter aussi à son sacrifice final. Donc voilà. Je tenais à dire que moi, j'ai pas une grande pratique du jeu de rôle. J'ai fait quelques parties. Alors j'avais joué à Tiny, j'avais joué à Tales from the Loop, à un scénario de Cthulhu, les Chroniques oubliées. Et à chaque fois, c'était des one-shots. Et c'est la première fois que je faisais une campagne. Du coup, c'était assez nouveau pour moi. Et vraiment, ce que j'ai apprécié le plus dans ces parties, c'est les joueurs et les joueuses avec moi. Et là, j'ai vraiment apprécié l'écoute qu'il y a eu entre nous,
Le fait aussi que on était dans nos rôles, mais par moments on s'accordait des petits pas de côté et on a rigolé. Enfin, voilà, il y avait une très chouette ambiance. Et surtout, et ça faut le dire, c'est quand même le cœur de ces soirées, c'était notre MJ, c'était Paul Gara, qui a trouvé la juste dose de présence dans un scénario qui demande tout le temps de revenir sur les rails. Et c'est vrai qu'avec quelqu'un d'autre, la présence, cette puissance du maître de jeu, de la maîtresse de jeu, aurait été peut-être envahissant. Ensuite, je trouve aussi, elle est arrivée à nous faire rentrer dans l'ambiance historique, notamment sur les personnages réels qu'on a pu rencontrer pendant l'aventure. Donc ça, en plus de passer un bon moment et de vivre une très belle aventure, j'ai appris des choses. Et du coup, j'ai eu l'impression de sortir grandi de cette expérience intellectuellement. Ça, c'était vraiment très très cool. Aussi, sur des moments d'extrême tension, parce que on est dans l'univers de Cthulhu, on sait qu'on va pas rigoler. Et elle arrivait à le décrire très très bien, très graphiquement. Il n'y avait aucun doute sur ce qu'on était en train de vivre, mais sans ostentation. Et ce qui fait que oui, on pouvait imaginer l'effroyable, mais sans avoir l'impression de se complaire là-dedans. Et notamment, je vais vous gâcher la fin de l'histoire. Donc à la fin de l'histoire, mon personnage Michel se sacrifie et se fait guillotiner. Et autant vous dire que l'arrivée dans la charrette pour monter sur l'échafaud, waouh. Et grâce à la maestria de Paul Gara, je l'ai vraiment ressenti, quoi. Point que j'étais obligée de dire des trucs un peu débiles pour faire baisser la tension, parce que j'étais vraiment pas bien. Et ça m'a... Et je pense que c'est la grande force du jeu de rôle, c'est que ça m'a suivi pendant la nuit. Je l'ai senti dans mon esprit, dans ma chair, ce moment terrible pour mon personnage. Et à la fois, je suis très fière d'être arrivée à l'amener à ça, et qu'il ait accepté son destin. Par rapport à ce scénario en particulier et ce jeu en particulier, j'ai beaucoup aimé l'histoire cohérente, les personnages attachants. Par contre, ce qui m'a un petit peu plus déplu, c'est le fait que l'histoire ait été hyper scriptée et qu'on était vraiment dans quelque chose de très linéaire. Ce qui fait que par moments, quand on ne comprenait pas quoi faire, on sentait vraiment qu'il n'y avait qu'une option et qu'on n'avait pas trouvé quoi. Et qu'on était très contraint dans ce qu'il fallait qu'on fasse. Le côté à distance par Discord, je trouve pas que ce soit les meilleures conditions pour jouer. Surtout que mon personnage devient sourd. J'aurais vraiment, vraiment voulu jouer ça. Mais comment jouer un personnage sourd à distance ? Et par moments, c'est vrai que mon attention, elle flanchait un petit peu, qu'on jouait parfois jusque tard. Voilà, en bilan, moi ça me donne envie de jouer, de recommencer d'autres aventures dans d'autres univers. Peut-être avec des jeux un tout petit peu plus ouverts, pas trop non plus parce que j'aime quand même bien sentir le chemin sous mes pieds. J'aime pas être complètement laissée à l'abandon. Et voilà, je voulais vous remercier tous les copains, les copines et toi Paul Gara pour ces très très beaux moments. Merci en tout cas beaucoup Élodie. Et bravo à toi, on remarque que tu as fait beaucoup pour l'ambiance d'ailleurs de cette... J'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu, en tout cas l'ambiance. J'avais mis des chants révolutionnaires tout au début, un petit peu pour aussi l'ambiance, rajouter, rajouter l'ambiance. Moi j'ai trouvé que l'ambiance, elle était quand même bien restituée. Et le contexte historique, il y avait quand même, pour l'avoir vraiment regardé, j'ai trouvé que c'était bien, c'était assez bien documenté. C'était pas une vision complètement fantasmée de la Révolution française, parce que moi, on se méfie toujours un peu de ça, hein, surtout quand on est. C'était toujours un sujet, un thème sur lequel on est un peu conservateur, je trouve, en France, sur le traitement de la Révolution française. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien restitué, en tout cas. Oui, j'ai aussi trouvé. Après, moi, je suis pas très, l'histoire c'est pas trop ma grande passion, hein. Mais de ce que je m'en souviens et j'en sais, ouais, c'était assez bien représenté. On sentait bien la foule qui en 1789 où tout le monde est un peu énervé, il y a plus vite des mouvements de foule, d'autant qu'on jouait des militaires au départ. Donc
donc voilà, on sentait bien que voilà, il fallait retenir la foule, il se passait des choses et voilà, je pense que les descriptions du bouquin devaient aider aussi, des lieux genre le château de Versailles et tout ça. Ouais, en fait, c'est vrai que surtout dans le premier scénario, il y a vraiment ce que vont entreprendre les personnages joueurs suit vraiment la chronologie des événements de la Révolution française, avec la mort du dauphin, les prémices les émeutes, les publications de tracts, etc. Ce scénario se conclut. En fait, il y a une sorte de transition qui se fait avec la prise de la Bastille, puisque les personnages, comme tu l'as dit, sont des militaires, donc ils y participent d'une manière ou d'une autre. Dans le livre, il y a vraiment beaucoup d'éléments quand même qui sont historiques, qui sont précisés. On croise aussi des personnages historiques. Puisque tu l'as dit, on se rend à Versailles, donc il y a quand même un soin qui a été apporté à ça pour que ça paraisse suffisamment ancré dans une réalité historique, même si après le fond du scénario n'est pas du tout, n'a rien d'historique et est complètement presque un peu rocambolesque d'ailleurs. Il y a des petits moments mais les lieux qu'on visite, les personnages que l'on croise, la chronologie des événements qui se passent en arrière-plan de ce que font les personnages est assez réel. Oui. Et je trouve que ça permet de donner vraiment une bonne couleur aux actions entreprises. Après, on peut peut-être regretter que ça ne reste qu'un arrière-plan. Après, c'est aussi peut-être mon choix de l'avoir joué comme ça, mais en fait, sauf si tu veux vraiment le faire, ça reste un arrière-plan à l'intrigue principale. Et ouais, justement, moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est que c'est pas mal parce que ça te donne un cadre, une ambiance, et on voit bien qu'il se trame des choses, des grandes choses autour, on le ressent bien, mais on est sur notre petite histoire de meurtre, et donc on est à côté de la grande histoire, mais on sent quand même les remous de l'histoire, même si on n'y participe pas directement, quoi. Mais on est sur une histoire à côté, mais on sent bien qu'il se passe des choses autour, quoi. Ouais, et puis aussi ça créait le fait qu'il y ait cette ambiance parce que les personnages vont avoir des convictions politiques, alors qu'on peut trouver parfois un peu manichéennes, puisqu'en gros t'en as qui sont plutôt monarchistes, ou d'autres qui sont pour une évolution en tout cas de l'exercice du pouvoir. Donc ça peut créer aussi des tensions et des rivalités ou des oppositions entre les joueuses. Ça n'a pas été trop ça s'est pas trop ressenti, je pense, dans la campagne, mais le scénario les scénarios tels qu'ils sont écrits et les personnages tels qu'ils sont écrits te permettent de jouer ça également, quoi. Ouais, je pense que c'est parce que je pense que c'est parce que on était à distance, je pense que ça aide. Il y aurait eu plus de petites interactions, de petits pics comme ça entre nous si on avait été ensemble, je pense, parce que c'est des trucs qui se font à côté, tu vois. On est sur notre scénario, et on peut lancer une vanne à quelque chose ou une remarque à quelqu'un, genre voilà. Mais à distance, comme c'est difficile les transitions, c'est peut-être ça qu'il a évité. Ouais. Elodie, elle le disait aussi, hein, le distanciel, c'est pas forcément toujours évident, et ça limite peut-être aussi certaines parties de roleplay et de prendre plus possession de son personnage, en fait. Ouais, je pense aussi. On va spoiler un peu, mais en gros, je le dis, hein, on va même sûrement spoiler parce que sinon ça va être compliqué de parler, mais la toute fin se termine par une exécution de quelqu'un qui peut être un des joueurs ou joueuses. Et c'est vrai que je trouve que la scène elle est assez puissante en termes d'ambiance, de contexte. On ressent quand même j'ai trouvé la scène était vraiment bien écrite et bien proposée, et elle donne un dénouement assez fort à la campagne, je trouve. Oui, c'est le sens du sacrifice d'un joueur qui termine en apothéose le scénario. C'est un moment, quand on a fait plusieurs scénarios dans deux époques, on s'est attaché au personnage,
quand il y en a un qui doit aller se faire décapiter, c'est assez tendu, quoi. Je te propose maintenant qu'on écoute le retour de Julien. Mhm. Salut Paul Gara et Dédé. On vient donc de clôturer la campagne Le règne de la terreur. Et moi, j'ai incarné Jean Dupois, un ancien paysan de 49 ans qui a fui quand il était jeune sa campagne, et il s'est porté volontaire pour l'armée. Il avait pour particularité d'être aigri, obstiné et fortement porté sur la bouteille. C'est un personnage qui me correspondait bien, même si je suis pas alcoolique. Mais j'ai trouvé intéressant d'incarner un type qui aille un peu à contre-courant des actions du groupe, qui eux cherchaient plutôt à faire avancer l'histoire positivement. Mais rapidement, j'ai senti qu'il était assez compliqué dans le scénario de pouvoir confronter les autres joueurs, de radicaliser un peu mes actions, parce que j'incarne quelqu'un de borné, voire parfois assez peu lucide. La picole, au final, c'est devenu plus un trait d'humour qu'une vraie problématique dramatique dans mon personnage. D'ailleurs, à un moment, on a une ellipse avec un changement d'époque, on passe de 1789 à 1794. J'en ai profité pour modifier les traits de mon personnage Jean Dupois, afin de le rendre plus en accord avec le volontarisme global que demande la narration. Je l'ai finalement standardisé, ce qui n'était pas au fond ce que je voulais, mais ce qui a servi plus à la fluidité de l'histoire. C'est peut-être ce que je peux le plus reprocher au règne de la terreur, une forme trop linéaire qui souhaite servir avant tout l'histoire, plutôt que de profiter de l'originalité et de la créativité de ses personnages. Il n'en reste pas moins que cette ambiance qui est très bien décrite, elle permet de voyager dans des lieux importants de cette époque, et ça donne un rythme très soutenu aux parties. Je peux noter cependant un léger manque de puissance à la seconde partie de la campagne. Donc on est en 1794, lors de la Grande Terreur, où l'histoire aurait pu nous confronter plus rudement et surtout quotidiennement à la violence des exécutions et à la paranoïa générale. C'est au final un élément souvent rappelé dans la narration, mais qui reste dans nos scènes actives un peu trop en recul à mon goût. Je note également un petit regret sur la scène de la Bastille qui reste une scène de transition qu'on n'incarne pas directement et qui pourrait à l'inverse devenir un socle beaucoup plus fort dans les rapports qu'on a entre nous les joueurs. À mon sens, c'est un point important. Mon personnage, Jean Dupois, il est royaliste. Et là encore, ça n'a pas été simple d'incarner ce royalisme. J'ai essayé de le réduire au maximum lors de la transition entre les deux époques. Et ça, par contre, c'est la bonne idée pour moi du scénario, c'est d'avoir coupé la narration avec une ellipse assez longue, car ça m'a permis de corriger ce qui me semblait pas facile à incarner. Au contraire, ce petit moment, il nous a tous permis de redéfinir nos objectifs en fonction de ce qu'on avait vécu ensemble lors de la première partie. Ça a été un moment assez fort, et ça nous a donné davantage de cohésion dans le groupe. Enfin, dernier point, sur l'intrigue, qui globalement a été intéressante, bien ficelée, même si elle n'a pas comporté d'énormes surprises, sauf la fin, qui a été, pour mon personnage, un moment assez difficile à encaisser moralement. Et donc cette intrigue, elle nous a permis d'avoir pas mal d'échanges. C'est un peu comme pour un jeu d'enquête, où clairement le groupe, il permet de mieux comprendre les enjeux liés à l'univers fantastique pour le résoudre, alors que seul, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Par contre, ça n'a pas été le cas pour ce que je pourrais appeler les boss, qui ont été quasi anecdotiques dans la difficulté finale de notre conflit avec eux. Le premier, il est tombé hyper rapidement, car on avait vite compris l'importance du lieu. Entre lui et il y avait une énorme statue qui prenait une place gigantesque dans la cave où se déroulait le combat. Et le second, Fenalik, lui-même est mort assez rapidement. Même si l'intérêt reste de comprendre le mythe pour détruire l'objet, la rune ou l'autre élément fantastique, les deux scènes finales restent en termes de conflit personnage-personnage un peu en deçà de l'investissement que nous avons dû mettre en place tout au long de la campagne dans nos actions préparatoires. Bon, il reste bien sûr un point qui n'appartient pas au jeu en lui-même, c'est de jouer avec des personnes que l'on apprécie et qui ont un talent pour partager, écouter et nourrir la dramaturgie globale. C'est sûrement ce que j'ai le plus apprécié dans cette campagne. Je parle pour moi, mais je pense que mes camarades le pensent aussi. Encore un grand merci à toi, Paul Gara, de nous avoir fait vivre cette histoire. Merci beaucoup, Julien, pour ton retour. Alors, on peut revenir dessus aussi sur ce qu'il a dit, c'est que il note aussi que l'ambiance est bien décrite, mais il dit que ça aurait pu être plus terrifiant et qu'il a été un peu déçu par les grands adversaires que les personnages affrontent. Alors là, je veux dire aussi, c'est que à chaque fois qu'il y a eu les affrontements, l'affrontement final dans le scénario de 1789 ou de 1794, en fait, c'est des moments où vous avez été ultra efficaces parce que en 1789, vous avez trouvé tout de suite ouais. comment, vous avez trouvé tout de suite la faiblesse en fait de votre adversaire. Et en 1794, il faut dire c'est que Julien, il a fait des jets de maboule. Au moment opportun, et notamment à chaque fois il a fait tellement de dégâts que finalement le personnage affronté a été terrassé très rapidement quoi. Ouais, c'est
Mais après, voilà, je pense pas que ce soit l'ambiance, voilà, le boss final qui fasse le tout. Il y avait quand même une ambiance inquiétante. Il y avait quand même des moments où on se disait bon, est-ce qu'on rentre dans les catacombes ou pas? Est-ce que, tu vois, c'est quand même toujours un peu ça le truc. Il y avait des moments de stress. Alors c'est vrai, oui, on a bien géré les boss, mais je pense pas que ce soit si on en avait galéré plus pour les boss, je sais pas si ça aurait été aussi voilà, je sais pas si c'était ça le point d'orgue, le boss final. Je pense pas que ce soit ça le point d'orgue. Je pense que le fait de guillotiner un des personnages juste 5 minutes avant le boss, voilà, c'était juste après voilà un sursaut comme le méchant qui se réveille après être quand on croit qu'il est mort dans un film, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, je pense pas que ce soit il faille voir, et j'ai pas l'impression que l'appel de Cthulhu en général ça fonctionne vraiment sur cette idée d'affrontement contre un méchant final très très puissant. Je pense que tout ce qui fait le sel du jeu, c'est plutôt la partie d'investigation préalable, avec des moments de révélation, en fait. C'est les moments plus de révélation où tu prends conscience de ce qui va se passer, qui sont plus forts que l'affrontement final, qui est presque plus anecdotique. Par exemple, en 1789, je pense que la fête à laquelle vous vous rendez à un moment, qui est le contexte dans lequel va se dérouler l'affrontement final, c'est cette fête qui tourne assez mal et qui est assez décrite de façon assez crue, qui est plus le point d'orgue du premier scénario, et de la même manière qu'effectivement l'écoute il y a toute une histoire d'une musique à écouter ou pas. Oui, c'est vrai que la musique et c'est plutôt voilà, la scène de la musique plus de la décapitation sont des scènes qui sont beaucoup plus puissantes en termes de dramaturgie. C'est des scènes beaucoup plus dramatiques et beaucoup plus émouvantes que l'affrontement final, qui est plus presque une sorte de... Pour finir, quoi, c'est le passage obligé pour que le scénario se termine, quoi. Bah, c'est un peu comme dans toute l'œuvre du mythe de Cthulhu et de Lovecraft. Il y a pas, c'est vraiment à un moment donné, on apprend un petit truc et c'est là où on se dit c'est vraiment étrange, et puis il y a un autre truc étrange, et puis finalement à la fin le monstre vient juste pour terminer, pour clôturer l'histoire, pour dire voilà, ça se finit quoi. Mais là c'est vrai que la musique, les descriptions de la musique quand il jouait et tout ça, c'était vraiment, c'est ça je pense le point d'orgue du truc, quoi. Après le dernier scénario qu'on a fait, il y a quand même des choses, mais c'est vrai que c'est quand tu apprends que voilà, il faut qu'il y ait tant d'âmes qui soient, et que après tu apprends que il en a déjà 90%, et là, tu te dis ok. Tu vois, c'est ce genre de choses que quand tu les apprends, tu dis oups, et c'est là que tu as les points de stress et de tension. Ouais, je suis assez d'accord. Après, sur l'horrifique, pendant la terreur, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas assez exploité. Le background historique est un peu moins exploité que dans le premier scénario. Oui. Mais il y avait quand même, je trouve qu'il y a quand même le côté, de cette guillotine qui exécute en quasi non-stop à Paris, et l'ambiance un peu délétère. Ouais, après, c'est peut-être aussi un choix de ma part de pas avoir trop accentué, d'avoir laissé plutôt la part à l'investigation de vos personnages. Parce que c'est vrai que moi, je sais qu'en tant que joueuse, c'est aussi ça qui... Moi, j'adore l'appel de Cthulhu pour ça, pour la partie investigation, quoi, en fait. Je pense qu'il y a un des grands reproches qu'on peut faire au scénario. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, en le faisant jouer. Et je pense que vous avez tous eu le même ressenti en le jouant. C'est que les scénarios sont très linéaires, en fait. On n'est pas du tout dans des scénarios un peu bac à sable où on peut partir dans plein de directions. Ouais. Je trouve que vous êtes très cadré, et finalement il y a presque une sorte d'ordre un peu immuable de ce que vous allez faire, quoi. Voilà, c'est le scénario est timé, il y a des points de passage, le tel jour il se passe ceci, tel jour il se passe cela. T'es obligé de cadrer les gens pour qu'il se passe
pour qu'il se passe des choses. Tu peux pas si les gens partent n'importe comment, on va prendre 3 jours à aller sur une fausse piste. Ça va, le scénario il est cassé quoi. Hein, tu vois, c'est donc parce qu'il va se passer. Ouais. L'histoire avance toujours. Et c'est ça un peu Oui. la limitation Ouais. des scénarios où t'as une temporalité assez marquée. C'est que oui, il faut rester dans les rails, sinon t'as plus le temps quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est le fait que t'es lié, tout ce que tu fais est lié aux événements historiques. Par exemple, quand ça commence en 1789 début juin, c'est clair que vous pouvez pas prendre 2 mois à faire des investigations autres parce que entre-temps il y aura la Révolution française la prise de la Bastille et les cartes vont être complètement redistribuées politiquement. Donc en fait, il faut absolument que vos interventions elles soient avant telle date. Pareil dans le deuxième, comme il y a cette histoire de nombre d'âmes qui vont être exécutées. De toute façon, si tu prends trop de temps, tu peux pas, ça peut pas être cohérent si tu dis pendant genre 3 semaines il se passe rien, il y a plus d'exécution. Ce serait tout aussi incohérent. Je pense aussi que c'est pour ça que les pré-tirés sont des soldats, parce que finalement ça donne la possibilité que il y a un PNJ qui vous donne des ordres et il n'est pas possible en fait de ne pas les exécuter ces ordres. Et ça c'est un peu une ficelle narrative pour obliger d'abord pour remettre, et comme tu dis, pour remettre tout le temps les joueurs et joueuses dans le rail. Et pour finalement les aiguiller toujours dans la direction. Et ça se ressent plus parce que d'ailleurs en 1789 vous êtes vraiment tous soldats et vous avez votre capitaine qui survivra pas, le pauvre, paix à son âme, capitaine Malon, qui vous donne des ordres. Ça permet en fait que de toute façon il n'y ait pas de temps mort et vous sachiez toujours où vous allez. Et je trouvais qu'en 1794 où il y a beaucoup moins ça, c'est là où vous avez eu effectivement envie de faire plus de choses et du coup vous aviez des moments où vous saviez que le temps était compté mais vous saviez pas forcément où aller et vous étiez vous aviez ce côté désagréable de j'ai envie de faire plein de trucs mais en même temps je sais que j'ai pas le temps de les faire, donc qu'est-ce que je dois faire impérativement quoi. Ouais oui c'est ça le truc. Après le fait d'être militaire, c'est alors dans le premier truc, le fait d'être militaire, c'est pas mal. Alors moi j'avais le rôle du sergent et alors un petit bémol, un petit bémol, c'est que en fait après en tant que sergent, moi j'ai eu peur dans le premier scénario d'un peu de prendre la place des autres joueurs, tu vois, dès qu'il y a un truc, dire bon c'est moi le sergent, c'est moi qui donne les ordres, on fait comme ci, on fait comme ça, là c'est toujours moi qui parle, donc j'ai essayé des fois de m'effacer un peu, de laisser de la place. J'avais peur que tu vois en tant que sergent c'est moi qui moi je fais le scénario et vous il faut taper, allez hop, allez charger des trucs, toi. Je voulais éviter ce genre de truc quoi. C'est ça dont j'avais un peu peur, mais au final ça c'est bien, chacun a bien trouvé un angle et ils sont allés faire des trucs des fois un peu à côté, que où on laisse faire des trucs à côté, même ce que un sergent un peu strict ne laisserait peut-être pas faire quoi. Ne te l'offrait pas. Ouais, surtout qu'il est précisé que en fait le sergent Renaud il a l'autorité, donc il peut contraindre les autres joueurs et joueuses sur ce que lui il estime être la bonne marche à suivre. En fait, d'un point de vue roleplay, les autres doivent lui obéir, donc. Mais c'est ça c'est le seul bémol que je dirais sur le personnage, c'est que faut si t'as un joueur alpha comme dans les dans les jeux de société coopératifs. Il peut très bien un peu tirer la couverture à lui et les autres peuvent un peu se trouver alors je pense pas que j'ai été dans ce cas-là, mais je pense que j'ai essayé de faire pour que tout le monde puisse un peu participer au truc, quoi. Même niveau quoi. Écoute, je te propose qu'on écoute le dernier retour sur la campagne, le retour que nous a fait Mad. On va l'écouter tout de suite. Salut, c'est Mad. Enfin, sapeur Étienne Babin, militaire d'expérience, monarchiste convaincu et accessoirement manchot. Oui, le métier de soldat n'est pas un métier sans risque. Je suis un personnage fier de porter l'uniforme, un peu charmeur et sympathique, empathique aussi, avec le contact facile avec les gens du peuple. Je les connais bien et je connais leurs besoins. Alors on va pas se mentir, les événements politiques et surnaturels dont nous avons été témoins en 1789 quelque peu ébranlé mes certitudes. Cependant, je reste un soldat et je suis prêt au sacrifice.
Concernant le jeu de rôle en lui-même, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance, même si je crois que je ne serais pas allée de moi-même vers ce type de thématique, parce qu'on avait une MJ, Paul Gara, qui prenait un vrai plaisir à retranscrire le contexte historique de la Révolution française, et ça a aidé beaucoup à l'immersion. Et bon, sachant qu'il s'agissait d'une déclinaison du mythe de Cthulhu, et de sur quoi, pendant la Révolution française, on savait dès le début que la vie de nos personnages ne tenait qu'à un fil, soit on allait tous mourir, soit on allait devenir fous, et donc de mon côté, j'ai essayé de ne pas trop m'attacher aux personnages, ce qui fait que sans pour autant jouer les kamikazes, nous n'avions pas peur de prendre des risques, nous n'avons pas souffert de l'analysis paralysis, quand il y avait une porte à ouvrir, eh bien on l'ouvrait. Finalement, j'ai trouvé que la principale difficulté, c'était de faire abstraction de nos connaissances sur les thématiques Lovecraftiennes, se mettre dans la peau de personnages qui n'ont absolument aucune idée de ce à quoi ils sont confrontés, un peu à l'image du jeu de rôle d'Alien, lorsque, au début de l'intrigue, on entend des bruits étranges dans les canalisations, on n'est pas censé savoir ce qui s'y cache vraiment. Bien là, c'était un peu pareil. La mini-campagne s'est déroulée sur 2 époques, espacées de 5 ans, ce qui a permis de voir les PNJ évoluer et nos personnages aussi. Et j'ai bien aimé imaginer ce qui a pu se passer dans nos vies respectives entre ces 2 moments, avec l'expérience des premières rencontres avec le surnaturel. Après, je dois bien reconnaître que l'histoire était un peu linéaire, parfois même ça manquait de surprises. Pas vraiment de révélation de ouf gueudin, le chemin à suivre est tracé à l'avance pour nous, mais pourquoi pas. Comme souvent dans ce genre d'expérience, je trouve que c'est le plaisir du temps partagé du jeu qui compte, et c'est ce dont je me souviendrai. En tous les cas, merci les amis pour les jeux et cette partie, et merci à Paul Gara. Eh ben merci beaucoup Mad. Alors Mad, elle pointe aussi une des difficultés, c'est de faire abstraction de ce qu'on sait du mythe de Cthulhu. Oui. Entre ce que c'est la joueuse et ce que c'est le personnage. Alors le personnage en principe ne sait rien. Oui, c'est ça. Et forcément, la joueuse, elle sait beaucoup de choses. Oui, c'est ça aussi que je trouvais dur. D'autant plus qu'il faut, alors encore dans une ambiance actuelle, si on joue dans le monde actuel du Cthulhu, dans le monde actuel. On peut encore s'imaginer que voilà, on connaît déjà des trucs par la culture populaire. Là, il fallait non seulement ignorer le mythe, mais aussi se replacer dans le contexte de 1789. De croyances de l'époque. Voilà, où on avait donc la religion au début plus présente et ce genre de trucs. D'autant plus que voilà, il y a des histoires de vampires, les vampires, autant, tu vois, même en 1900, si tu joues en 1930, Cthulhu Confidentiel 1930, s'il y a des vampires, tu en as, je pense, déjà entendu parler. Autant oui. En 1789, est-ce que un soldat lambda saurait déjà ce que c'est qu'un vampire ou des choses comme ça, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est un problème générique sur beaucoup de jeux de rôle. Bon, on parlait aussi d'Alien, où le méta, toutes les connaissances méta ont énormément d'importance et influencent beaucoup le jeu des joueuses. La façon de jouer, en tout cas, la façon d'explorer, la façon d'aborder les situations. Dans l'appel de Cthulhu, c'est la même chose, mais effectivement, la différence, c'est que quand tu joues dans des époques plus années 20, années 30, tu peux aussi partir de personnages qui ont déjà des entreaperçus, en fait, qui ont déjà entreaperçu des événements particuliers, des événements étranges, qui ont déjà en tout cas une petite connaissance de base sur le fait qu'il peut se passer des choses qui ne sont pas, qui sont entre guillemets surnaturelles. Or là, dans cette campagne-là, tes personnages, c'est impossible. Ils n'ont aucune connaissance a priori du mythe de Cthulhu. Ils ne peuvent pas en avoir, et je ne vois pas trop par quelle pirouette tu pourrais, sauf à leur inventer complètement un background, mais qui n'est pas prévu dans les fiches des pré-tirés, sauf à leur inventer un background où ils auraient déjà été Ouais, ils auraient déjà eu une aventure, quoi, avec ça, vu quelque chose. Ouais, des aventures. Je vois vraiment pas comment tu l'intègres là-dedans, et donc, effectivement, sur le premier scénario où vous affrontiez un vampire, et où il y avait une histoire d'une statue
qui effectivement captait sa force vitale et détruire la statue, c'était le détruire. Ça, c'est clair que vous avez compris très vite que c'était un vampire parce qu'il y avait des indices, mais qui n'étaient pas non plus des indices d'une immense subtilité. Enfin, bon, Oui. c'est pas... Avec nos connaissances actuelles, c'est sûr que on comprenait très vite que c'était un vampire, et on pouvait comprendre assez rapidement aussi que la statue, elle était pas là par hasard. Mhm. En vrai, je suis pas persuadée que les personnages peuvent avoir cette connaissance, et je vois même pas comment on pourrait, tu vois, même en extrapolant, leur donner ces connaissances-là, quoi. Ouais. Oui, le fait que ce soit un vampire, enfin voilà, alors j'avais regardé après notre premier scénario, et oui, il y a déjà les signes, enfin les premiers trucs de vampires. C'est au début 1700 et des brouettes, je crois c'était déjà connu un peu, mais dans le folklore, pas dans le folklore français. Je pense que c'est venu que bien plus tard, quoi. Bah, c'est sûr qu'au 19e, t'as la popularisation avec le livre de Bram Stoker. J'imagine qu'il y a plus d'écho, en tout cas dans l'Europe occidentale, sur la figure du vampire. Mais effectivement, avant, je pense que tu peux en avoir entendu parler, mais je vois pas comment des militaires, Oui, voilà, c'est pas des lettrés, quoi. voilà, ou des gens qui ont voyagé, en fait, en tout cas pas ce type de voyage, qui expliquerait qu'ils sont allés, je sais pas moi, dans des plus en Europe orientale, où ils auraient pu entendre parler de mythes ou d'histoires ou de légendes. Bon, là, je vois pas trop comment l'intégrer. Je pense que c'est un peu une des faiblesses, un petit peu une des faiblesses de cohérence. Bon, ensuite, on sait que dans tous les jeux de rôle, en fait, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont dire oui, mais ton personnage le sait pas. Oui, sauf qu'en vrai, ton personnage et toi, c'est quand même en vrai la même personne. c'est Donc, tu peux pas du tout gommer. À aucun moment tu peux gommer ce que toi tu sais et faire comme si ton personnage le sait pas du tout. Sauf des trucs évidemment aberrants, mais ce genre de connaissance ou d'intuition, tu peux pas. Je pense que tu peux jamais t'en débarrasser, et c'est illusoire de vouloir le faire. Donc voilà. Après, je sais pas s'il y a d'autres points que tu voulais aborder. Non, je les ai abordés là en parlant à la suite de mes comparses. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que 1789, c'est pas des trucs qui sont très utilisés. Ça a une grande influence, mais même voilà, même dans la culture populaire, c'est pas trop utilisé non plus. Je sais qu'il y avait une série sur net, une série française, je crois, qui se jouait avec des vampires ou des zombies, je sais plus, à la Révolution. J'avais regardé un premier épisode, c'était pas top, mais c'est vrai que c'est peu utilisé comme époque, quoi. Et notamment en jeu de rôle, quoi. Après, c'est intéressant. Moi, de mon point de vue, en fait, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la période historique. Clairement, le fait de l'intégrer dans cette période historique que je connais enfin, j'avais le sentiment quand même de connaître un petit peu et suffisamment pour être assez à l'aise avec les événements de toile de fond. J'ai trouvé que le format de mini-campagne comme ça, c'était assez chouette parce que t'as quand même une implication sur la durée, mais c'est pas non plus, t'as pas l'impression non plus de t'embarquer pour 10 ans de ta vie. Oui. Tu sais que c'est fini, tu sais que c'est fini au bout de des deux époques, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était quand même, même si j'ai regretté, alors qu'on pourrait penser que c'est plus facile, la linéarité, je l'ai quand même regretté, parce qu'il y avait des moments où j'avais l'impression de tout voir vous contraindre, et c'était pas forcément super agréable pour moi d'avoir le sentiment d'aller à l'encontre de vos idées, quand je voyais que vous partiez dans une direction qui était complètement opposée à la résolution, parce qu'il y avait vraiment l'impératif de temps, quoi, du temps qui s'écoulait. Et ça, j'ai trouvé ça moins agréable finalement, quoi. Ouais, c'est sûr que tu brides un peu les joueurs sur leur truc, quoi, sur leurs idées. Alors il y a quand même quelques trucs où j'ai pu rajouter des choses, rajouter des PNJ, leur donner plus d'importance. Par exemple, il y a un PNJ qui est prévu qui est très peu, qui est cité dans le livre. Moi, j'en ai fait un contact particulier pour un des joueurs, et ça a pu servir. En fait, ça a servi à un moment dans la résolution du deuxième scénario. Donc ça, j'étais assez contente parce que j'ai trouvé que j'étais contente, tu vois, qu'il l'ait utilisé en fait. J'ai trouvé ça assez chouette.
Il y a quelques autres PNJ que j'ai pu rajouter par-ci par-là en fonction pour répondre à des interactions. Mais c'est vrai que je les ai toujours... moi-même, je me bridais là-dessus parce que je voulais pas que ça vous emporte dans des pistes trop éloignées et que du coup, que le scénario échoue parce que le temps était passé trop vite, quoi. Mais je trouve que c'est aussi pour quand on commence à maîtriser, c'est pas mal de commencer avec une mini campagne plutôt que de se lancer dans une très très grosse campagne qui demande beaucoup beaucoup d'investissement. Ouais, quoi. ouais, oui, c'est pas mal. Ça permet de voir où on va, mais quand même de jouer longtemps. On a fait, je crois, c'est pendant 6 mois, une fois par mois en gros. Je pense de juin à décembre et on a joué à peu près une fois par mois. Donc c'est pas mal. Ouais, c'est un bon rythme quand même. Même si je pense qu'en vrai, ça aurait été mieux de jouer un peu plus rapproché à chaque fois. Mais bon, on peut pas toujours. Hein. On a aussi les compliqués, le fait d'avoir des agendas à coordonner, donc c'est pas toujours facile. Mais là, ça restait quand même un rythme suffisant, quoi. Enfin, c'était pas trop éloigné non plus dans le temps. Oui, on se souvenait presque de tout. Sauf au dernier, on se souvenait plus de l'épisode de transition. Ouais. Du tout premier flashback de la campagne. Bon, écoute, je crois qu'on a bien fait le tour. Ouais. Écoute, merci Sergent Renaud de ce rapport. Merci MJ de cette campagne. Hein. Je te remercie encore une fois au nom de l'équipe, au nom de mes soldats qui sont sous mon rang, sous mes ordres. Là, c'était très cool. Et voilà. Et puis penchez-vous dessus si vous aimez beaucoup l'appel de Cthulhu parce que c'est quand même aussi original comme setting par rapport à ce qu'on trouve habituellement. Donc ça c'est toujours intéressant. Et puis si vous voulez faire la terreur sur l'Orient Express, intéressez-vous-y pour voir si vous auriez envie de l'intercaler ou pas dans la campagne, dans une campagne beaucoup plus touffue. Et écoute Dédé, on va se souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël. Une bonne année qu'on va passer ensemble, en plus. Oui. On révèle tout. Voilà. On révèle les secrets de production. On tout. Et puis on remercie les auditeurs et auditrices qui nous suivent. Et on se retrouve en janvier. On se retvra en 2024. Oui, janvier 2024. Et oui, bien sûr. Hein, toujours fidèle au poste. Hein. J'allais dire d'ici là, jouez bien. Bonne fête. Et à bientôt alors. Ouais, bonne fête à tous. À bientôt. Ciao. Salut.